Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 30 novembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le 30 novembre de chaque année est une journée dédiée à la liberté de la presse, en tout cas ici au Niger. Eh bien, cette journée a été commémorée de façon symbolique ce dimanche. Une journée qui est mise à profit pour parler de la pratique du métier des hommes des médias, mais aussi des conditions dans lesquelles ils exercent. À cet effet, je vous propose de suivre les réactions de quelques journalistes. Quand tu regardes les textes qui régissent vraiment le journalisme au Niger, on voit tout de suite que tout va bien au Niger. Il n'y a aucun texte qui autorise d'amener les journalistes en prison. Pour être libre d'abord, il y a Gandhi qui dit « un homme qui a faim n'est pas un homme libre ». Les journalistes nigériens sont toujours dans la précarité. Ils font ces métiers par passion, parce qu'ils aiment le pays, c'est leur contribution pour vraiment faire développer le pays. Même si cette liberté-là existe, beaucoup reste à faire. Car si on prend sur le plan sécuritaire, le journaliste n'a pas accès vraiment à un certain endroit pour recueillir des informations comme il faut à cause de l'insécurité. Et puis si on prend sur le plan même au sein des entreprises, des médias, à cause des partenariats là, un journaliste ne peut pas aller au-delà de ce qu'il devrait faire à cause du partenariat là. Si aujourd'hui les autorités, le ministère de tutelle n'a pas essayé de revoir ou bien de régler la situation ou bien de s'entendre avec les promoteurs de radio et télévision. Aujourd'hui, si le gouvernement décide seulement aujourd'hui de dire qu'on a signé la convention collective, est-ce que les promoteurs de radio et télévision vont l'accepter ou bien vont mettre ça à l'actif des journalistes? Donc c'est ce que je vois vraiment, si on aimerait assez que cette convention collective des médias, et pour garantir, c'est vrai, on parle de la liberté d'expression, la liberté de la presse, soit vraiment possible, c'est de mettre vraiment tout le monde, d'échanger avec presque tout le monde, les syndicats, les promoteurs, tout le monde, pour qu'on puisse vraiment avoir ce terrain d'entente pour une presse libre, indépendante et professionnelle, comme on dit. Les réactions de quelques journalistes à l'occasion de la journée nationale de la liberté de la presse célébrée ce 30 novembre 2025. Cette journée donc est une occasion pour une pensée particulière à nos confrères qui se trouvent entre les quatre murs des différentes prisons du Niger. Du 4 au 5 octobre, puis du 8 au 20 novembre 2025, le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani avait entrepris des tournées de proximité à l'intérieur du pays. Toutes les régions ont été visitées par le président de la République et sa délégation. Les populations ont échangé directement à cette occasion avec le président sur leurs préoccupations, mais aussi sur la vie de la nation. Sur donc, la vie de la nation, le président donc, a vu et il a entendu et la suite a donné. C'est qui a cité cette réaction de l'acteur de la société civile, Alaïsalus Amadou. Ce n'est pas le même président du 26 juillet, non, plutôt au contraire. Aujourd'hui, il a pris la conscience, il a pris aujourd'hui le thermomètre, il a pris la température avec la population. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire de mieux qu'un président qui partage le quotidien des Nigériens tout au long du parcours, là où les gens ne pensaient pas que le président va mettre les pieds, il a mis, même au-delà des espérances de la population, du point de vue sur le plan national et international, mais il n'y a rien à dire, on ne fait que ça réjouir. Nous pensons, en fait, tous ces efforts, ça ne fait remuer le patriotisme nigérien. Ça ne fait que davantage regarder la façon dont on est en train de voir les choses. Mais c'est arrivé à un moment où vous savez que encore la récolte a été d'une très bonne saison. Comment ça réjouir? Maintenant, qu'est-ce qu'elle est de faire maintenant? C'est de pouvoir mettre un accent particulier par rapport à l'insécurité qui se plane par-ci par-là. Quel que soit ce que tu entends aujourd'hui par rapport à cette gouvernance, nous pensons que cette gouvernance elle est la bienvenue avec le président Tchani. Nous pensons aujourd'hui que le président Tchani va aller au-delà de nos espérances du Nigérien. Il va aller au-delà pour tisser des relations avec les bonnes volontés qui maintenant on peut s'asseoir, avoir des points de vue convergents dans des conventions gagnant-gagnant.
le Niger va encore gagner plus d'avantages par rapport à ce que nous sommes en train de faire. C'est un nouveau président, c'est comme un docteur. Si maintenant le docteur connaît ta maladie, prescrire la posologie des médicaments, ça ne serait pas difficile. Donc, le président, il a pris aujourd'hui le taureau par le corne. Le président, il a été à l'écoute de la population. Le président, il a sillonné le bas-fond du Nigérien. Le président, il a fait ce qu'il faut faire. Maintenant, en retour, la population doit s'attendre à une amélioration du quotidien des Nigériens. La population doit s'attendre au-delà de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de la façon dont les mauvaises langues qui disent de n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Tout simplement, c'est de croiser les bras et de courir, comme disent les Anglais, what and see. Il a clos le bec de certains des brebis galaises qui disent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux et au-delà de certains qui ils pensent que c'est sûr que le Niger va tomber et ce sont eux qui sont en train de tomber, one by one. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, le président, il doit revoir aujourd'hui la bonne gouvernance au niveau de notre administration. Parce que notre administration, jusqu'ici, il y a des gens, ils pensent, ça veut dire que c'est l'ancien régime qui continue parce qu'ils font du n'importe quoi. Ça, il faut comme le souligner avec un trait rouge. Aujourd'hui, les gens n'ont plus droit à l'erreur parce que le président a déjà pris le devant. Nous pensons, d'ici peu, maintenant vous allez voir le changement ici et maintenant sur le terrain avec la bonne gouvernance du gouvernement en place. Et vous avez vu aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui ça veut dire que la façon dont le Premier ministre est en train de mettre l'eau pour que les conventions soient de redémarrer dans tous les bons sens. Je pense qu'il est à s'allier. Comme prévu par les services de la météorologie nationale, cette année, la saison de pluie a été bonne. D'importantes précipitations ont été enregistrées. Conséquence, la campagne agro-silvo-pastorale a été également globalement satisfaisante, bien qu'elle n'est pas à comparer avec celle de l'année 2024 qui est meilleure que 2025. Djibo Bagna, président de la plateforme paysanne. Au niveau de la météo, ils ont déjà annoncé les couleurs pour dire qu'il va y avoir des inondations, il va y avoir aussi des sécheresses. Donc nous, notre rôle, d'abord, à partir de là, nous alertons nos gens pour dire que voilà, selon les prévisions, comment se présente la campagne. Et ça aussi, à travers nos organisations, à travers les médias, nous essayons de diffuser dans un langage que les producteurs comprennent, les prévisions méthodologiques. Alors, donc, nous avons, comme ils l'ont dit, on a constaté qu'il y en a qui ont sémé un peu plus tôt. Depuis avril, il y en a des gens qui ont sémé. Ensuite, il y a eu des sécheresses. Ensuite, la pluie est revenue. Il y a des gens qui ont sémé plusieurs fois. Les inondations aussi, on a constaté des inondations qui ont même causé des morts d'hommes. Ça aussi, on l'a machiné. Alors, maintenant, globalement, je vous dis globalement, la campagne, en tout cas à l'ouest, on a constaté une rupture rapide des pluies. Et généralement, dès qu'il y a une rupture rapide des pluies, les conséquences, c'est que la récolte elle ne va pas être à la hauteur. En tout cas, surtout la partie ouest, en grande partie. Alors, de façon globale, nous pouvons dire que la campagne de cette année n'a pas atteint la campagne passée en termes de production. C'est clair que selon nos informations que nous recevons de l'intérieur, la campagne ne va pas être à la hauteur de la campagne passée. Mais, je dis, il y a certaines localités où la production a été bonne. Mais nous rencontrons quand même des poches où la production est faible, où il y a eu encore beaucoup d'inondations. Nous avons remarqué aussi que cette année, la production du niébé n'a pas atteint l'autre production. Donc du coup, au point de vue économique, c'est clair que ça va avoir quelques conséquences parce que le niébé devient un produit qui permet aux producteurs d'avoir un peu de revenus. Nous avons aussi constaté un autre élément, c'est-à-dire aujourd'hui, la culture du riz commence à prendre des proportions importantes. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas au niveau seulement des aménagements hydro-agricoles, mais les zones hors aménagement, les gens sont en train de produire suffisamment du riz. Là, Djibo Bagna, président de la plateforme paysanne, que vous retrouverez plus en détail à la fin de ce journal sur la campagne agro-silvo-pastorale 2025.
Le village de Goudel, dans l'arrondissement communal Niamey 1, a désormais un nouveau chef à la personne de Harouna Salifou. Il a été élu hier samedi 29 novembre 2025 avec 505 voix face à 7 autres challengers. C'était en présence des autorités régionales, et communales et coutumières. Précision avec Adam Ousmane et Sadoumi. 1743 inscrits issus des 8 quartiers de Goudel, telle est la composition du collège électoral en vue de l'élection du chef de village de cet historique quartier de la capitale. Une cérémonie dont la présence massive des populations avec à leur tête des autorités tant administratives que coutumières témoigne de toute son importance. Un processus électoral qui s'est déroulé la journée durant pour connaître son épilogue pratiquement au petit matin de la journée suivante avec comme résultat Boubacar Ali Soumana, qui a le bulletin noir, a obtenu 69 voix. Monsieur Ibrahim Morou Sido, bulletin rose clair, a obtenu 26 voix. Monsieur Oumarou Amadou, qui a le bulletin vert clair, a obtenu 7 voix. Monsieur Seni Alzouma Afoda, ayant le bulletin blanc, a obtenu 19 voix. Monsieur Tahirou Yakouba, qui a le bulletin rouge, a obtenu 238 voix. Monsieur Harouna Salifou, qui a le bulletin bleu, a obtenu 505 voix. Hassan Sidikou, s'il vous plaît. Hassan Sidikou, ayant le bulletin rose, a obtenu 66 voix. Hassan Garba Soumaïla, ayant le bulletin jaune, a obtenu 186 voix. Monsieur Amadou Saleh Ali, qui a le bulletin clair, c'est lui qui a désisté. Voilà, lui c'est le candidat ayant désisté. Monsieur Harouna Salifou, qui a le bulletin bleu, ayant le nombre de voix le plus élevé, est déclaré vainqueur de cette élection. Occasion pour le représentant de l'autorité régionale ayant supervisé ce vote de remercier de vive voix la population de Goudel pour leur comportement patriotique. Aujourd'hui, nous avons compris que cette population a effectivement compris le message du président de la République qui a toujours prôné la paix, la cohésion sociale. Et nous sommes d'accord aujourd'hui que la refondation n'est pas un vain mot. On vous remercie pour ce très bon comportement. Nous étions là depuis 9h30 jusqu'à 3h du matin. Il n'y a eu aucun trouble. Les élections se sont très bien passées. En marge de cette proclamation, le vainqueur, le sieur Harouna Salifou, très ému, a manqué de mots pour remercier les uns et les autres. Ils sont ici pour le vote. Je crois que je veux m'arrêter là pour ne pas faire de déclaration pour le moment. Ainsi, le quartier ou village de Goudel, peu importe l'appellation par les uns et les autres, a désormais un nouveau chef, le 6e du genre depuis 1924, date à laquelle Goudel a perdu son statut de canton, ayant enregistré un chef, en la personne de Harouna Salifou, appelé à présider aux destinées de sa communauté pour son bien-être. Félicitations donc au nouveau chef de canton de Goudel. Les travaux du 6e congrès ordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT ont pris fin hier samedi 29 novembre 2025 dans la salle de réunion du Soleil d'Africa. Au terme des travaux, les participants ont renouvelé leur confiance au secrétaire général sortant Khalidou Moukaila, reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Retrouvons Adam Soumana et Saldoumi. Après l'élection avec brio du sieur Khalidou Moukaila à la tête du bureau exécutif confédéral de la CNT,
La deuxième journée des conclaves de ce 6e congrès ordinaire a été marquée par la présentation des autres membres du bureau au nombre d'une 50aine. À l'issue de cette présentation, le président d'honneur de la CNT a tenu à prodiguer des sages conseils aux nouveaux membres du bureau, tout en remerciant de vive voix les différents partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement. Camarades secrétaire général de la CNT, camarades membres du bureau exécutif, vous avez été élus pour un mandat de 4 ans. La tâche sera dure et ardue. Ce ne sera pas une sinecure. Mettez-vous à l'œuvre. Faites en sorte que la CNT brille. Faites en sorte que le flambeau de la CNT brille. Vous avez une lourde mission qui vous a été confiée. Faites en sorte que votre mandat dépasse celui du bureau sortant. Ce 6e grand rendez-vous de la CNT a enregistré la présence de plusieurs de ses partenaires, au rang desquels la Confédération syndicale internationale CSI Afrique, dont la représentante a réitéré leur soutien sans faille à la CNT. Je voudrais, au nom du secrétaire général de la CSI Afrique et des 18 millions de travailleurs et travailleuses, vous renouveler notre soutien et dire que nous sommes une famille et toutes les fois que les droits des travailleurs et travailleuses seront bafoués, c'est les droits des travailleurs et travailleuses africains qui sont bafoués et que nous serons à vos côtés. Quant à l'ancien et tout nouveau secrétaire général de la CNT, en prenant la parole, il n'a pas manqué de remercier de vive voix l'ensemble des congressistes pour avoir placé leur confiance en sa modeste personne et les a rassurés d'œuvrer pour le rayonnement de leur centrale. Je voudrais inviter ici l'ensemble des nouveaux membres élus du bureau exécutif confédéral de s'atteler déjà au travail. Un bureau a été mis en place non pas pour la beauté des yeux des uns et des autres, mais pour travailler afin de contribuer efficacement au rayonnement de notre confédération, mais créer le bonheur des travailleurs et travailleuses du Niger et de l'Afrique en général. Nous n'avons pas de choix d'échouer à la mission qui vient de nous confier quand on sait de là où on a quitté pour être à ce niveau aujourd'hui. Procédant à la clôture officielle de ces assises, le représentant de la ministre de la fonction publique s'est longuement appesanti sur le thème des présentes conclaves, sans oublier de souligner le rôle crucial des syndicats dans le contexte actuel du pays. Le monde du travail connaît aujourd'hui des mutations rapides, transformation économique, évolution des technologies, précarisation de certains emplois, défis liés à la jeunesse, au genre et au secteur informel. Dans ce contexte, la promotion du travail décent demeure un impératif central. C'est pourquoi le gouvernement réaffirme sa détermination à travailler main dans la main avec les partenaires sociaux afin de renforcer la protection sociale, la sécurité et santé au travail, l'accès à l'emploi pour les jeunes et les femmes, la formation professionnelle ainsi que le respect des normes du travail. Votre contribution sera essentielle pour éclairer les décisions, accompagner les réformes et garantir qu'elles répondent réellement aux besoins des travailleurs en particulier et de la population nigérienne dans son ensemble. Ainsi, comme dirait l'autre, tout est bien qui finit bien et la Confédération nigérienne de travail CNT sort plus que jamais ragaillardi de ce 6e congrès, tout en se traçant des perspectives heureuses pour le bonheur de ses militants et de l'ensemble des travailleurs nigériens. La partie magazine, à présent, elle est consacrée, comme annoncé, à la réaction du président de la plateforme paysanne, El Hadj Jibo Bagna, sur l'appréciation de la campagne agro-silvopastorale 2025 au Niger. Très bonne réception. Pendant la campagne, ce que nous avons observé, c'est qu'on a eu des pluies précoces, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont sémé avant la période. Bon, la météorologie au niveau de la météo, ils ont déjà annoncé les couleurs pour dire qu'il va y avoir des inondations, il va y avoir aussi des sécheresses. Donc nous, notre rôle, d'abord, à partir de là, nous alertons nos gens pour dire que voilà, selon les prévisions, comment se présente la campagne. Et ça aussi, à travers nos organisations, à travers les médias, nous essayons de diffuser dans un langage que les producteurs comprennent les prévisions météorologiques. Alors, donc, nous avons, comme ils l'ont dit, on a constaté qu'il y en a qui ont sémé un peu plus tôt. Depuis avril, il y en a des gens qui ont sémé. Ensuite, il y a eu des sécheresses. Ensuite, la pluie est revenue. Il y a des gens qui ont sémé plusieurs fois.
Les inondations aussi, on a constaté des inondations qui ont même causé des morts d'hommes. Ça aussi, on l'a machiné. Alors, maintenant, globalement, je vous dis globalement, la campagne, en tout cas à l'ouest, on a constaté une rupture rapide des pluies. Et généralement, dès qu'il y a une rupture rapide des pluies, les conséquences, c'est que la récolte elle ne va pas être à la hauteur. En tout cas, surtout la partie ouest, en grande partie. Alors, de façon globale, nous pouvons dire que la campagne de cette année n'a pas atteint la campagne passée en termes de production. C'est clair que selon nos informations que nous recevons de l'intérieur, la campagne ne va pas être à la hauteur de la campagne passée. Mais, je dis, il y a certaines localités où la production a été bonne. Mais nous rencontrons quand même des poches où la production est faible, où il y a eu encore beaucoup d'inondations. Nous avons remarqué aussi que cette année, la production du niébé n'a pas atteint l'autre production. Donc du coup, au point de vue économique, c'est clair que ça va avoir quelques conséquences, parce que le niébé devient un produit qui permet aux producteurs d'avoir un peu de revenus. Nous avons aussi constaté un autre élément, c'est-à-dire aujourd'hui, la culture du riz commence à prendre des proportions importantes. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas au niveau seulement des aménagements hydro-agricoles, mais les zones hors aménagement, les gens sont en train de produire suffisamment du riz. C'est vrai qu'avec le programme de grande irrigation de l'État, ça vient renforcer un peu la production. Donc du coup, aujourd'hui, cette volonté politique qui a été manifestée par le président de la République qui dit « nous devrons être souverains ». Et la souveraineté commence d'abord par la souveraineté alimentaire. Donc aujourd'hui, nous sentons l'engagement politique, nous sentons l'engagement du secteur privé, nous sentons également l'engagement de la population à faire de la souveraineté alimentaire leur cheval de bataille. En tout cas, de partout aujourd'hui, les gens continuent à s'aimer, et nous avons aussi compris que la logique aujourd'hui de prendre les cultures de contre-saison comme culture de base, c'est-à-dire on ne se fie plus à la pluie. C'est-à-dire les gens sont dans la logique de produire sur toute l'année. Donc les gens sont en train de s'équiper en matière de technologie. Les gens sont en train de faire des forages, les gens sont en train de prendre des motopompes solaires. En tout cas, les gens sont en train de s'équiper et les gens sont en train d'aller vers la production aujourd'hui. Ça, j'ai fait, en tout cas, la plupart des régions, j'ai constaté ça, ce regain d'intérêt. Au niveau de l'élevage aussi, il y a un changement notable. Le changement notable, c'est qu'aujourd'hui, tu as des privés qui commencent à faire de l'élevage une activité économique. Quand vous allez dans la zone aujourd'hui entre Tawa et Agadez, vous allez voir des gens qui se sont installés et qui sont en train de produire du lait en grande quantité. J'ai rencontré un producteur qui fait 400 litres. C'est pas petit. Et qui est en train de l'écouler. Il a pris des tricycles qui sont en train de ravitailler les zones. Ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, le lait, on le versait. Mais aujourd'hui, avec les unités de transformation, avec les moyens de transport, les gens continuent à ravitailler les villes. Les gens commencent maintenant à aller vers le lait local, notre propre lait local. Et je pense que la campagne qui a été battue autour du lait local a donné des fruits. Aujourd'hui, de plus en plus, la consommation, ce n'est plus au niveau du poudre de lait, mais c'est le lait local qui est en train d'être consommé. Donc ça aussi, c'est une bonne chose parce que c'est l'écoulement qui permet de tirer la production. Donc les gens, dès qu'ils trouvent qu'il y a de l'argent dedans, ils vont rentrer dedans. Donc ça aussi, c'est un élément important. J'ai aussi observé, on ne peut pas dire que c'est seulement au niveau de la campagne, même au niveau de la pêche, il y a des technologies aujourd'hui. Les gens produisent à travers la pisciculture, ils sont en train de produire eux-mêmes, ils font du poisson et ça roule. Et quand vous regardez dans les gros centres, aujourd'hui il y a des maquis qui se créent, où le soir vous avez des frites avec la pomme de terre que les gens produisent, tu as du poisson, tu as des poulets, et tu vois, ça fait un peu la fierté, les gens se retrouvent, ils mangent, ils discutent, donc ça commence, c'est l'économie. Là en ce moment, la production est orientée vers l'économie, et quand c'est orienté vers l'économie, je pense que maintenant les gens comprennent que l'agriculture ou l'élevage,
n'est pas un secteur à négliger. C'est un secteur porteur. C'est un secteur qui permet de réduire non seulement la pauvreté, de créer l'emploi, mais ça permet aussi à la machine de souveraineté de tourner. Donc ça, c'est ce que nous avons. Maintenant, la fin. Le troisième, donc, c'est à 2 niveaux. Nous suivons d'abord le début, nous suivons l'installation de la campagne, le milieu et à la fin, nous faisons le point. Et qu'est-ce que nous observons à la fin? À la fin, nous observons, nous écoutons les producteurs pour dire que voilà la production. C'est-à-dire, vous allez observer, il y a les tiges. Est-ce que, malgré qu'il y a des tiges, est-ce qu'en termes de rendement, est-ce qu'on a un bon rendement? Donc, notre outil, l'observatoire, permet de nous dire, malgré que vous voyez beaucoup de tiges là, en termes d'épis, c'est pas bon. Ou bien, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de tiges, mais les épis sont lourds. Les épis donnent beaucoup de graines. Donc ça aussi, on essaie d'évaluer ça. Alors donc, notre constat, c'est là où je dis, les champs n'ont pas beaucoup donné. En tout cas, dans beaucoup de parties, tu vois beaucoup de tiges. Comme la pluie n'a pas suffi, alors les tiges ça n'a pas bien donné. Le haricot, le niébé, ça s'est vite séché. Donc ils n'ont pas eu les fans de niébé. Donc ça aussi, c'est une diminution. L'autre élément que nous observons, c'est les conflits. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de conflits entre agriculteurs et éleveurs? Oui, il y a eu quelques foyers, mais de plus en plus nous observons que les gens travaillent avec les principes en tout cas le contenu de la politique foncière qui montre comment, en cas de dégâts, comment on évalue un dégât. Les gens commencent à dialoguer entre eux-mêmes, les gens commencent à se parler, les gens commencent à se comprendre. Les comités qui sont mis, les comités paritaires commencent à fonctionner. Là aussi, en tout cas, nous nous félicitons de ce qui est en train. C'est vrai qu'il y a eu quelques conflits, mais ça continue. L'autre élément que nous avons observé, c'est l'insécurité. Il faut reconnaître qu'il y a des zones où les éleveurs peuvent aller. Avec l'insécurité aujourd'hui, ça pose quelques difficultés. Aussi bien au niveau de l'agriculture, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cultivé, ça réduit un peu la production. Mais même au niveau de l'élevage, les mouvements ne sont pas comme auparavant, où avec le pastoralisme, tu peux aller là où tu veux, tu peux dormir là. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Il y a plein de choses. En allant, il y a des taxes à payer de gauche à droite. Alors, donc ça aussi, ça diminue un peu les rendements du marché. Au point de vue eau, c'est vrai qu'avec l'arrêt hâtif des marchés, il y a des mares. Donc, ça a fait le retour des animaux. Il y a un retour qui a été précipité. Donc, ça aussi, ça pose quelques conflits. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne raisonnons pas aujourd'hui en termes de là où il y a poche ou là où il n'y en a pas de poche. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que les gens doivent se donner au secteur agro-silvopastoral sur toute l'année. C'est-à-dire, tu termines la production hivernale, immédiatement tu déclenches la production de culture de contre-saison. Et je dis bien aujourd'hui, on peut produire du maïs en culture de contre-saison. On peut produire du mil. L'INRA aujourd'hui est capable de nous donner des semences qu'on peut produire en saison sèche, le mil. Avant, les gens ne savaient pas qu'on pouvait produire du mil en saison sèche. Aujourd'hui, ici à Balear, on a quelqu'un qui démontre que même ici, pendant le Sahel et pendant la semaine du paysan, les gens ont amené du mil qui a été irrigué. Donc aujourd'hui, on peut tout irriguer au Niger. On peut produire du mil, on peut produire du maïs, on peut produire du niébé, on peut produire, en tout cas, toutes les productions. La pomme de terre aujourd'hui, on peut le faire sur toute l'année. Donc, je pense que nous n'avons plus à nous fier à l'hivernage. Le Niger dispose des ressources en eau importantes. Il suffit tout simplement que la politique change. La politique, c'est que nous devrons produire sur toute l'année. Donc, il doit y avoir des mesures d'accompagnement en termes d'encadrement. Il doit y avoir des mesures d'accompagnement en termes d'accès aux semences, aux engrais. Les engrais aussi, les deux, c'est-à-dire l'engrais chimique et l'engrais bio. Aujourd'hui, avec l'engrais bio, les gens se rendent compte qu'on peut non seulement fertiliser le sol, mais également ça permet d'augmenter la production. Parce que quand le sol est fatigué, même si vous mettez des engrais chimiques, ça ne donne pas. Alors, comme le sol est fatigué, il faut aller vers les engrais bio.
et là, ramasser les ordures ou faire du compostage. Il y a plein de techniques aujourd'hui qu'on est en train de développer. On a des organisations comme la plateforme Koraya Karkara qui est en train d'accompagner ces gens. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, on peut agir sur le rendement en culture irriguée, mais nous pouvons aussi, ce qui est d'ailleurs, je ne l'avais pas bien développé, aujourd'hui les gens produisent du fourrage. Dans la plupart des régions, nous avons vu où les gens sont en train aujourd'hui de se battre pour produire du fourrage, pour alimenter le bétail. Donc aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui sont en train de travailler sur du riz, mais à côté, vous allez trouver des gens qui sont en train de travailler sur le fourrage des animaux, puisque ça rapporte aussi. La même chose pour la pêche. Donc, si nous mettons la synergie sur l'ensemble de ces activités, je pense qu'un accompagnement, des espaces de dialogue, des programmes. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui sont en train de travailler en synergie. Et je pense que si nous continuons dans cette lancée,